Alors, l'envie, ou en tout cas le désir de vous avoir aujourd'hui à la table, Marco Bellocchio, il vient aussi du fait que vous allez vous exprimer devant un auditoire qui est composé de spectateurs de la Cinémathèque suisse, mais aussi en grande partie d'étudiantes et d'étudiants d'école de cinéma, de l'université, et aussi certaines personnes de l'école de théâtre ici, et que vous avez, à travers, vous avez fait une formation qui est une formation académique pour faire du cinéma, mais dans votre carrière, et dernièrement, vous avez travaillé aussi sur quelque chose qui est lié à la formation, et vous allez peut-être nous en parler. Mais notre envie de vous voir ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est vraiment lié à l'envie de faire connaître, de faire découvrir à des étudiants quelqu'un qu'on pourrait considérer comme un maître, même si ce terme en français, il n'est pas exactement la même signification qu'en italien, parce que pour nous, peut-être, l'idée de maître est plutôt liée à des gens dont la carrière est derrière eux. Ce qui n'est pas votre cas, parce que ce qui est tout à fait spectaculaire quand on voit vos derniers films, c'est la vigueur, l'invention et le travail de renouvellement que votre cinéma opère. Les derniers films qui ont été vus en France et qu'on va pouvoir voir ici à la Cinémathèque, est une sorte de réalisateur qui est tout le temps en train de chercher et de renouveler une forme. Surtout, et peut-être qu'on pourrait commencer par là, avant de parler du réalisateur de films de mariage qu'on a pu voir ici, avec des expériences qui sont des vraies expériences de cinéma, comme le film que l'on va voir en première à la Cinémathèque, Sorella Mia, et peut-être que vous pouvez nous en dire juste quelques mots. Quelle a été la démarche pour ce film-là? Oui. Mais la démarche de ce film, Sorelle Mai, c'est une démarche très étrange, dans le sens que je fais depuis 15 années une espèce de laboratoire dans une petite ville qui s'appelle Bobbio, près de Piacenza, où j'ai tourné mon premier film, Le Poing dans les poches. Et alors, pendant ce laboratoire, je ne suis pas capable de faire de la théorie, de parler, j'aime très peu parler. Alors, la chose que je trouve plus intéressante, je pense intéressante pour les étudiants, est de faire des choses pratiques. Et tous les années, disons, inventer, avoir une idée, et puis l'écrire, et puis la tourner, et puis la monter dans ces 15 jours de travail. Alors, pour le fait qu'il n'a pas de budget, on travaille, on improvise, alors on utilise aussi les personnes qui sont autour de nous, aussi ma fille, mon fils, mes soeurs, mes amis, et aussi les jeunes qui participent au cours. Et tous les années, on fait un petit film. Après avoir fait ce travail pour, disons, 15 années, on a compris que 6 épisodes avaient des relations entre eux. Il y avait les mêmes personnages, il y avait les mêmes situations, les mêmes endroits, le même village. Alors on a essayé de lier, de remonter un peu, parce que tous les épisodes, toutes les années, on était montés d'une manière indépendante. Et est sorti, disons, un petit film très étrange qui a une caractéristique, je ne pense pas qui est unique dans l'histoire du cinéma, mais unique dans mon histoire. C'est-à-dire un film qui se développe pour 10 années. Et naturellement, les jeunes, les enfants deviennent plus grands. Par exemple, même ma fille qui commence à 4 ans et finit à 14. Et ça, le sens du temps et de l'espace, c'est une caractérisation du film. C'est un film, je répète, comme toutes les choses, nées par hasard, et que j'aime beaucoup. Et a eu des réponses dans certaines situations du festival très encourageantes pour le public, je ne sais pas. Vedremo.
Mais à quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que cette suite de petits films allait pouvoir faire quelque chose qui était cette notion que vous décrivez, où vous dites à un moment donné le ton et l'espace, qui ont joué surtout le ton, à créer ou génère une sorte de narration? À partir de quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça pouvait donner un objet qui était plus grand que celui de l'atelier? Non, mais reste quand même un expériment de l'atelier. C'est seulement à la fin, c'est-à-dire dans le 2008, à la fin du dernier épisode, on a regardé en arrière, on a vu qu'il y avait des personnages qui retournaient toujours, pas seulement, par exemple, une comédienne qui s'appelle Donatella Finocchiaro, avec laquelle j'avais travaillé dans le metteur en scène de mariage. Elle était venue così pour une espèce de expériment. Et alors, il y a des personnages qui ont 10 années plus, mais sont presque les mêmes. C'est-à-dire, j'ai des sœurs qui sont plus âgées que moi, alors on ne voit pas une grande différence. Mais la différence, tu la vois dans ma fille, et dans mon fils, qui a... sur les jeunes, et alors les différences, et le fait que ces jeunes abandonnent le village, retournent au village. Il y a toujours ce mouvement de laisser et de retourner, de qui reste fixe dans le village et qui toujours essaye de s'en sortir et pour des raisons complexes retourne souvent parce qu'il y a encore besoin de retrouver quelqu'un qui est dans le village. Alors, tout à l'heure, en déjeunant, on racontait quelque chose de rigolo que vous aviez remarqué sur la couverture du cahier de la Cinémathèque, parce que, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs personnes de votre famille qui jouent dans le film. Oui. Certains films ont presque... Enfin, vous disiez que sur la couverture, il faut que vous nous disiez, il y a votre fils et votre frère que vous faites jouer dans vos films. Oui, ça. Où votre filmographie se confond presque à certains moments avec des films de famille, avec en tout cas un documentaire sur les gens de votre famille. Si. Parce que souvent, dans des reviews, souvent se passait cette situation avec des autres photos dans lesquelles mon frère Alberto était caché par Filippo Timi. Ça, c'est la première fois que j'ai vu mon fils et mon frère qui en premier plan avec Mussolini. Ça, c'est très étrange. Mais pour poser une question qui va dans le sens de la famille, justement, si tu me permets, j'ai l'impression que la figure de la famille est quelque chose d'extrêmement présent dans toute ton histoire de cinéma. Elle est toujours présente d'une façon ou d'une autre, dès Iponintasca, dès le premier long métrage de Sassi. C'est une histoire de famille. La famille, elle hérite, pour ceux qui ont vu le Regista di Matrimoni ce matin. Il y a aussi la question des rites et là aussi des présences de famille d'une façon ou d'une autre qui est extrêmement là. Et de nouveau, dans Vincere, c'est aussi une forme d'histoire de famille qui n'existe pas, une famille fantasmée. Enfin, donc la figure de la famille semble extrêmement présente dans un peu toute ton œuvre. Donc est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine façon que Bobbio peut-être, ou la famille est peut-être le point de départ d'une grande partie de ton cinéma? Oui, Bobbio comme, disons, village symbolique, parce que ma vie de famille s'est passée plus dans une ville qui s'appelle Piacenza, où je fais des études. Mais Bobbio, on retournait toujours tous les étés parce qu'il y avait il fiume, Trebbia, et on restait de longues vacances, tout l'été. Alors, là a été une expérience très importante pour ma vie, les premières, la découverte sentimentale, toutes ces choses et c'était plus difficile dans la ville Piacenza, une grande liberté. Et sûrement, la famille, c'est toujours quelque chose, pendant les années, qui reste
ferme dans une où les personnages retournent, vanno e ritornano. Ils vont et ils viennent, oui. Ils reviennent. Tandis que dans le premier film, le protagoniste, Alessandro, c'est quelqu'un qui veut conquérir le pouvoir dans la famille, mais sans l'abandonner, en restant dans la famille. Et dans tous les autres films, il y a toujours cette envie de s'en sortir, d'abandonner la famille. Naturellement, parce que la famille est vécue comme une microcosmo di prigione, di conformisme, d'ipocrisie, d'infelicità, c'est ça. Et alors, pour les jeunes, ou dans le premier film, il y a vraiment des choix d'éliminer ce qui peut empêcher d'être heureux dans la famille, dans une pensée délirante. Et dans les autres films, c'est toujours de laisser, d'abandonner la famille et peut-être quelquefois retourner. Aussi, dans Sorelle Mai, il y a toujours les jeunes qui retournent, mais l'atmosphère n'est plus une atmosphère de haine, de férocité, mais plus un climat plus tchécovien, un climat plus dolce, plus delicato. Plus doux, plus délicat, tchécovien. In Italie pascoliano, ecco. Proche de Pascoli, le poète. C'est des familles qui sont toujours gérées, régies par des femmes, en fait, la forte des figures de mères qui sont encombrantes, souvent, à plein de niveaux, c'est-à-dire des mères dont il faudrait pouvoir se débarrasser ou des mères qui peuvent être potentiellement dangereuses. Cette figure, ou en tout cas, on doit porter sur son dos, comme dans L'Ora di Religione, quelque chose qui vous écrase de par son histoire et de par l'idée de la généalogie, de gens qui sont présents avant vous et qui ne vous laisseront jamais vous échapper. Il y a... Si, on a noté souvent que l'absence du père, dans le point dans les poches, le père n'existe pas. Ouais, beau, il n'y a pas. Pendant les années, moi, peu à peu, j'ai, disons, récupéré ce personnage. Mon père existait et il avait une autorité. Il est mort très jeune pour moi, lui aussi. Alors, la figure de la mère a dominé le panorama de la famille. J'ai senti, disons, une nécessité, pas morale, une nécessité sentimentale de dédier mon film Buongiorno Notte à mon père. Parce que sûrement, pour moi, pour mon imagination, il y avait une relation entre Aldo Moro, cet homme qui est assassiné par les Brigades Rouges, et ma mémoire de mon père. Pour ça, j'ai établi une espèce de reconnaissance envers mon père, qui était un homme libéral, conservatoire, mais qui avait des qualités que moi, pour plusieurs années, je n'ai pas reconnues.